Il y a l'exercice 19, page 514. Il fallait trouver des réactions permettant de faire le produit numéro 4. Et j'ai pas, enfin, j'ai vu votre corrigé, mais j'avoue que ça a quand même pas tilté en fait. Ah oui, et en plus, on m'a fait remarquer, j'avais fait une erreur sur le corrigé. Alors attendez, je vais vous le repartager. Tac, tac, où je les ai rangés. Tu peux répéter la page, Audrey, s'il te plaît? 514. La page, ouais, voilà, 514. Merci. Voilà, il est là. C'était le 18, page 514. Qu'est-ce qui me fait? Non, le 19. 19, il est là. Alors, voilà. Donc, hop, je reprends mes réactions. Donc, en fait, quand vous regardez dans le livre, on vous met la première molécule. Au passage, qui peut me nommer cette première molécule? Comment elle s'appelle? Ça, composé polyfonctionnel. Entre guillemets, le brome, ici, je vais le considérer comme une fonction. Quelle est la fonction principale? Cétone. La cétone, d'accord? Placée sur le carbone numéro 2. 2. 1, 2, 3, 4 carbones. Donc, c'est un Butane. butane de on. D'accord? Et j'ai un brome sur le carbone numéro 4. Donc, c'est un 4 bromo butane de on. OK? Donc, dans le livre, on vous mettait que sur cette molécule-là, on faisait réagir 2 molécules de CH3-MGBr. Alors, c'est pareil. Ça, c'est ce que je vous ai mis plus haut là. Ah, c'est ma petite remarque ici. En fait, c'est un composé très particulier, un organomagnésium qui réagit un petit peu étrangement parce que vous, je suis sûre qu'il y en a plein qui avaient envie de prendre les électrons du brome pour les faire réagir. D'accord? Normalement, c'est la logique que vous auriez dû avoir puisque le brome, c'est un halogène. Vous saviez qu'il a 3 doublets non liants, donc il est très électronégatif. Donc, normalement, votre première idée, ça aurait dû être de faire intervenir le brome comme site donneur d'électrons. D'accord? Mais c'est pour ça que je vous ai mis tout ça. Vous ne pouviez pas le savoir. En fait, en classe, je vous aurais aiguillé là-dessus. Mais là, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Donc, en fait, ce qui se passe dans les organomagnésiens, c'est qu'on n'a pas une réelle liaison entre le brome et le magnésium. C'est plutôt Mg+, et Br- qui sont liés par liaison électrostatique. D'accord? Ce n'est pas une vraie liaison covalente. C'est pour ça, ici, qu'on a ça. D'accord? Donc, ceci étant dit, mon site donneur, c'est bien mon carbone. D'accord? Donc, j'ai mon premier carbone qui va venir attaquer ce carbone-là parce qu'on a une différence d'électronégativité dans ma molécule ici importante entre ce carbone et le brome. D'accord? Donc, mon carbone ici attaque ce carbone-là. La liaison ici se rompt puisque le brome veut récupérer des électrons, mais il va aussi partager ces électrons avec le magnésium qui récupère l'électron qui était ici. D'accord? Elle est un peu complexe. Hein. C'est pour ça qu'en fait, on ne vous demandait pas le mécanisme. Hein. Ah si, on vous demandait le mécanisme, pardon. Ouais, elle est un petit peu complexe. Il fallait vraiment voir, en fait, il faut vraiment voir le déplacement des électrons ici. OK? Donc ça, c'est la première. Est-ce que ça va pour la première? Oui. Ouais. Donc là, j'arrive, j'ai bien substitué mon méthyle ici sur ce carbone-là et j'ai éliminé mon brome. Hein. J'ai substitué le méthyle par le brome ici. Donc c'est pour ça que j'ai mon CH3 ici. D'accord? Et là, je me retrouve avec un magnésium qui est lié à 2 bromes, donc MgBr2. OK? Là, j'ai fait une petite erreur là-dessus. Hein. Je suis allée un peu vite. Je suis allée au produit final alors qu'on s'arrêtait à l'intermédiaire ici. Donc, juste, je reprends pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est la même idée. C'est mon carbone qui est là, qui vient attaquer cette fois-ci ce carbone parce qu'il y a une forte différence d'électronégativité entre ces 2 atomes. Donc, la liaison est polarisée. D'accord? Donc, attaque de mon carbone sur celui-là. Ensuite, deuxième étape, mon oxygène récupère des électrons, ce qui forme le O- ici. En fait, ma flèche 3, vous l'éliminez. D'accord? Ce serait dans un deuxième temps. Et donc là, il y a rupture de cette liaison-là. D'accord? Et donc là, il n'y a pas de O, c'est MgBr+.
Je peux pas corriger là-dessus. Si je fais ça, ça fait quoi? Comment on fait? On peut écrire sur les PDF? Non, vous savez pas? Ça dépend du PDF. Ah, attends. Ah, voilà. Alors, attends. Mais là, ça va m'effacer ça. Ouais, c'est ça. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc là, hop, là, j'ai plus rien. Ça veut pas. Donc, si je reprends celui-là. Alors là, j'ai rien. Hop. Et là, j'ai pas cette flèche-là. Hein. Vous l'enlevez. D'accord? Donc, j'ai bien ma première attaque de mon site donneur ici sur mon carbone ici. Mon carbone relâche un électron qui est capté par l'oxygène, ce qui forme O-. D'accord? Et là, mon carbone, il ne veut pas 5 liaisons, donc il laisse l'électron qui était là, il le laisse au magnésium ici, donc ça devient Mg+. OK? Ok, madame, c'est plus clair, merci. OK, c'est bon? J'avais fait une erreur là. Jeanne m'avait dit, j'avais renvoyé sur le groupe WhatsApp, mais effectivement, je n'ai pas corrigé là. OK? C'est bon là chez tout le monde? Ouais? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste, quand on dit la formation écrite est-elle sélective, ici, on peut... Enfin, en fait, j'arrive pas à comprendre exactement c'est quoi le concept de sélective parce qu'il y a eu, par exemple, dans l'exercice 18, on nous demandait est-ce qu'elle est sélective et la réponse était oui, alors qu'on a fait deux façons différentes avec lesquelles le brome pourrait s'attacher à la molécule. Et là, il y a deux façons différentes aussi, mais on dit qu'elle n'est pas sélective. Et du coup, je me suis un peu embrouillée des pinceaux. Dans le 18? Dans l'exercice 18, on nous dit identifier... Oui, voilà, on substitue l'atome de brome à deux endroits différents et pourtant, c'est quand même une réaction sélective. Eh bien non, justement. En fait, dans la question petit b, on vous dit on pourrait théoriquement le substituer sur un hydrogène du cycle ou sur un hydrogène du méthyle ici. Ça, c'est théorique la question B. Hein. C'est qu'est-ce qu'on obtiendrait si le brome se substituait à tous les hydrogènes possibles, hormis sur le carboxyle. D'accord? Et en fait, en analysant la molécule formée, on se rend compte que c'est celle-là qui est formée et pas l'une des 4 ici. Donc, la réaction est bien sélective puisque le brome ne vient se substituer qu'à un hydrogène du méthyle et pas un hydrogène du cycle. Donc là, elle est sélective. Il ne peut venir qu'à un seul endroit. D'accord? La B, c'est on peut pas théorique. dire que... La C, c'est expérimental. Mais on peut pas se dire que dans l'expérimental, il est venu là juste parce que cette fois-ci, il est venu là, mais dans d'autres réactions, il aurait pu s'accrocher à d'autres hydrogènes? Non, parce qu'en fait, il ne faut pas te dire qu'il n'y a qu'une seule molécule. En fait, on a toujours un échantillon. Donc, un échantillon, il y a une infinité de molécules. D'accord? En fait, dans les tubes RMN, c'est des tubes qui font à peu près 1 millilitre de volume. Donc, dans 1 millilitre, on a une grande quantité de molécules. D'accord? Or, Ok. si dans le spectre RMN, on aurait pu avoir superposition du spectre de ces 4 molécules plus de celui-là. D'accord? Mais on ne sait pas ce qu'on obtient. On obtient uniquement le spectre qu'on vous a donné là, donc qui correspond à cette molécule. Si la réaction n'était pas sélective, on aurait eu un spectre qui mélangeait toutes les molécules. Donc, qui est difficile à identifier. Hein. À votre niveau, vous n'aurez jamais un mélange de molécules. D'accord? Mais en fait, dans la réalité, c'est ça qui se passe. On met un échantillon, on fait son spectre, et si on a plusieurs molécules différentes, eh ben, les signaux peuvent se chevaucher, on peut en avoir de partout, et ça, il faut vraiment analyser. C'est là que rentrent énormément en jeu les courbes d'intégration, notamment. Hein. D'accord? Mais vous, on vous donnera toujours le spectre d'une seule molécule, et là, on vous a dit que, en réalité, expérimentalement, on n'obtenait que ce spectre-là, donc cette molécule. OK? Mais si je reviens ici, merci. Dans le 19, elle n'est pas sélective puisque mon MGBR, il attaque à la fois le carbone qui est rattaché au brome et à la fois le carbone de la fonction cétone. Donc, il peut attaquer deux fonctions différentes. Je mets fonctions au sens large hein, parce que souvent, les halogènes, on les met un peu dans les fonctions dans ce type de réaction-là, même si ce n'est pas vraiment une fonction. D'accord ? Mon organomagnésiens, la CH3-MGBR, il peut attaquer indifféremment en fait toutes les liaisons polarisées.
Donc, la réaction ici n'est pas sélective. OK? Ok. C'est clair? Oui, oui, c'est plus clair comme ça. C'est bon? Est-ce que celui-là, là, le 16, celui-là, est-ce que vous l'avez tous bien compris? Non. Alors, parce que ça, c'est vraiment la partie importante. Pourquoi je ne peux plus bouger? Voilà. C'est vraiment la partie importante de notre chapitre. D'accord? C'est à combien, s'il vous plaît? C'est le 16, page 513. OK? Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que, regardez, on veut créer ce dipeptide-là. D'accord? Ce dipeptide-là, il est créé à partir, est-ce que je l'ai quelque part? Voilà. Il est créé à partir ici de l'acide aspartique. À la base, ici, c'est NH2 et là, c'est COOH. D'accord? Et la phénylalanine, qui est en fait cette partie-là de la molécule, et là, c'est un NH2. D'accord? Donc, pour créer ce dipeptide-là, il faut créer la fonction amide. Sauf que notre problème, c'est que notre azote, il réagit avec les acides carboxyliques. Donc, sur l'acide aspartique, il y en a un ici d'acide carboxylique, mais il y en a un là aussi. Donc, en fait, vous pourriez créer une fonction amide ici, comme elle a été faite, mais vous auriez pu aussi créer une fonction amide entre cet azote et ce carbone-là. Et là, vous n'avez plus la même molécule, puisque l'enchaînement des atomes n'est plus le même. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Donc, l'idée, c'est en fait pour créer, moi, je ne veux que ce dipeptide-là. Ce dipeptide-là s'appelle l'aspartame. Vous savez, c'est les petits sucres là, les petites sucrètes. Si je fais la liaison entre cet azote et ce carbone-là, ce ne sera plus l'aspartame. Il n'aura plus les mêmes propriétés physico-chimiques. D'accord? Et certainement plus le goût sucré de l'aspartame. Hein. D'accord? Donc, il me faut créer cet amide-là et pas un autre. D'accord? Donc, pour ça, il faut que j'empêche de faire réagir les autres fonctions. Autrement dit, l'acide carboxylique qui est là, et puis l'amine qui est là. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Dans la question C, c'était expliquer par l'écriture d'une équation de réaction pourquoi les auteurs indiquent que la protection de la fonction acide est nécessaire. Donc, je vous ai dit l'amide qui doit être obtenue par réaction entre une amine et un acide carboxylique. Or, l'acide aspartique comporte deux fonctions acide carboxylique et on souhaite former l'amide à partir de l'acide carboxylique qu'on a appelé numéro 1. D'accord? Il faut donc protéger le deuxième acide carboxylique pour qu'il ne réagisse pas avec l'amine. D'accord? Donc, on protège, attendez, hop, on protège celui-là pour que l'azote qui est là ne réagisse pas avec lui. Première étape. Ensuite, c'est la même question. La petite D, là, c'était exactement la même question. On protège cette amine-là pour qu'elle ne réagisse pas avec un acide carboxylique. Là encore, il ne faut pas voir une seule molécule, il faut voir un grand nombre de molécules. D'accord? Ce n'est pas comme des Lego, vous n'avez pas deux pièces que vous emboîtez. Vous avez une multitude de pièces de la même couleur et une multitude de pièces d'une autre couleur. Et on peut faire plein de configurations différentes. D'accord? Ben, c'est ça qui se passe dans votre milieu. Donc, mon amine ici, il aurait très bien pu réagir avec l'acide carboxylique là ou là d'une autre molécule d'acide aspartique. C'est pour ça qu'il faut le protéger. D'accord? Justement, madame, Oui. dans la question C, moi je pensais, j'avais interprété qu'il fallait faire la réaction chimique entre une autre partie, enfin l'autre acide carboxylique et l'autre amide pour montrer qu'il faut le protéger. Entre celui-là et celui-là, c'est ça? Oui, oui, voilà, j'ai fait avec les autres. Enfin, c'est comme ça que j'avais compris la consigne. Mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Sauf qu'en fait, pour maîtriser ça, il faut rendre inertes tous les groupes qui peuvent être susceptibles de réagir. Parce que imaginez que vous avez deux molécules de cette partie, de l'acide aspartique, et deux molécules de phénylalanine, cette partie. Eh bien, vos deux acides aspartiques, ils pourraient très bien réagir ensemble. Ah oui, effectivement. Le seul moyen pour qu'ils ne réagissent pas ensemble, c'est de rendre inactives les fonctions qui peuvent
peut-être réagir. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on rend inactif ces deux fonctions-là et qu'on laisse active uniquement celle-là. Si votre acide aspartique n'a comme fonction active que l'acide carboxylique, il n'y a que celui-là qui pourra venir se faire attaquer. D'accord? Et donc, du coup, vous ne pourrez pas lier deux acides aspartiques ensemble, puisqu'il n'y aura pas d'amine disponible. Et madame, Oui. comment on fait pour rendre une fonction inactive? Et bien justement, c'est l'intérêt de la partie d'après. On vous dit qu'on met des groupes protecteurs. En fait, on fait des réactions qui sont chimiosélectives de certaines espèces chimiques. Donc, par exemple, on met un mélange d'acide aspartique, donc dans certaines conditions pour pas qu'il réagisse avec lui-même, bien sûr. Et en fait, on va mettre un réactif, ici qu'on a appelé le groupe protecteur 1 pour l'amine et le groupe protecteur 2 pour l'acide carboxylique. D'accord? On met ces réactifs dans le milieu et en fait, ils vont réagir avec les fonctions. OK? Donc là, c'est ce que je vous ai matérialisé là. C'était le petit schéma que vous aviez dans le livre. Là, c'est votre groupe protecteur 1 et là, c'est le 2. D'accord? Attention, ça ne forme pas une fonction amide hein, parce qu'il y a un oxygène de l'autre côté. Elle n'a même pas de nom, cette fonction-là. Hein. D'accord? C'est un assemblage, mais qui n'a pas de nom de fonction. D'accord? Et là, mon acide carboxylique, en fait, je le transforme en ester. OK? Donc, ça, c'est votre acide aspartique. Et donc, du coup, l'amine de la phénylalanine va bien pouvoir réagir sur celui-là, le seul groupe carboxyle qu'il reste. D'accord? Et donc, votre dipeptide, il va dans un premier temps ressembler à ça. OK? La phénylalanine, on n'avait pas de problème parce qu'ici, on avait déjà un ester. En fait, ce n'est pas tout à fait la phénylalanine, c'est déjà le couplage avec une autre molécule, avec un alcool, d'accord, pour former l'ester. En fait, entre guillemets, on l'a déjà protégé celui-là, hein, mais bon. Donc ici, vous n'aviez que l'amine disponible, donc il ne peut réagir qu'avec l'acide carboxylique de l'acide aspartique, donc former mon amide. Donc dans un premier temps, j'ai formation de ce dipeptide, et donc après, il faut bien que j'élimine mes groupes protecteurs. Je ne les veux pas, moi. Ma molécule d'aspartame, ce n'est pas ça. D'accord? Et je ne veux pas mes deux groupes violet et orange. OK? Donc, il faut ensuite déprotéger mes deux fonctions ici. Quand je déprotège, il faut deux choses. Il faut, un, que ça ne détériore pas l'ensemble de ma molécule. D'accord? Deux, que ça ne détériore pas ma fonction formée. Donc, c'est pour ça qu'il ne fallait pas que je forme d'amide ici. C'est aussi pour ça qu'il ne fallait pas que je forme d'ester comme celui-là ici. D'accord? Et troisièmement, il faut quand même une autre chose, il faut quand même que lors de votre déprotection, ce soit assez simple à mettre en place. Il ne faut pas que ce soit trop coûteux en énergie et il ne faut pas que ça utilise trop de produits. D'accord? Parce que sinon, ce n'est pas rentable. OK? Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et est-ce que des fois, il y a des réactions qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on ne sait pas protéger et déprotéger un groupe? Bah, en fait, vu qu'il n'y a pas une infinité de groupes, hein, les groupes, vous les connaissez tous, il n'en existe pas d'autres en réalité. Donc, on sait protéger et déprotéger l'ensemble des groupes caractéristiques. Maintenant, il faut faire attention à l'ensemble de la molécule. Typiquement ici, vous n'auriez pas pu protéger votre acide carboxylique juste en greffant, entre guillemets, un CH3 ici. Parce que vous aviez la même chose ici. D'accord? Donc, il faut adapter nos groupes protecteurs à notre molécule. OK. OK? Parce que là, si j'avais un CH3, eh ben, en déprotégeant, en fait, je coupais ici aussi. Et là, je formais mon acide carboxylique et pas mon ester et c'était plus la même molécule. Okay. Donc, ce qui est compliqué à la rigueur, c'est de trouver le groupe qui va protéger. Ouais, le bon groupe qui va protéger la bonne fonction et qui, en déprotégeant, ne va pas dénaturer ma molécule. OK, d'accord. OK? Oui, Sarah. Comment on fait pour enlever un groupe protecteur? Comment on fait pour l'enlever après le groupe protecteur. En fait, c'est des réactions, un petit peu comme on l'a fait, hein, c'est des réactions chimiques entre guillemets classiques en fait. Hein. On va mettre une autre espèce chimique qui va venir couper la liaison et puis il y a un échange, ici il va y avoir un échange de protons en fait.
Ok. Ok. Ouais. Mais en fait, comme on le fait dans un sens, on le fait dans l'autre sens avec d'autres réactifs. Ok. Madame, excusez-moi, j'ai une question. Oui. Au-dessus de l'ester à droite, en fait, on a aussi un C6H5CH2 Oui. Oui. ici. Oui. Qu'est-ce qui nous dit qu'en enlevant le groupe orange, pourquoi est-ce que lui part pas? Bah parce Vu qu'en que c'est la fait, même chose. ils n'ont pas le même environnement. C'est ça qui est. Ben, pour vous, c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas vous expliquer toutes les règles parce que c'est très dépendant de l'ensemble de la molécule. En fait, c'est le même problème que l'ester D'accord. ici. Effectivement, ici, il y a encore un cycle, c'est exactement les deux mêmes que celui-là. Sauf qu'ici, il a un environnement qui fait qu'il ne va pas être réactif, alors que ceux-là vont être réactifs et donc vont être éliminés. D'accord. C'est l'environnement de la molécule qui fait que la partie est éliminée ou pas. D'accord, merci. Ok. Et madame, Oui. vous pouvez juste réexpliquer la question B, s'il vous plaît? De cet exercice-là, Oui. la B, c'est quoi la B? L'aspartame est présenté ici sous la forme d'une espèce. Alors, ouais, ok. Tac, 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 tac. Donc, alors là, je vous l'ai fait en deux parties, d'accord? J'ai pris la partie où vous avez NH3+, donc j'ai considéré tout le reste, je l'ai appelé R, d'accord? Si vous avez échange de protons, NH3+, il va céder un proton, donc ça va faire RNH2 plus H+, d'accord? À l'inverse, j'ai pris le COH d'ici, donc c'est le CO- que vous avez là, hein, CO-, et tout le reste, je l'ai appelé R'. D'accord? C'est mon R' qui est là. Et de la même manière, bah, CO-, il faut lui ajouter un H+, donc c'est une base pour former COH. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le proton ici de NH3+, c'est le troisième proton qui est ici, qui va venir ici sur l'oxygène. D'accord? En fait, la réaction, je l'ai matérialisée comme ça, comme si c'était deux espèces chimiques. Mais on s'en fiche que ce soit deux espèces chimiques au sein de la même molécule. En réalité, ça se fait de la même manière. Hein. D'accord? Mais en fait, je ne vois pas le NH2 dans la molécule finale. Dans la molécule finale. Oui, mais parce qu'ils vous l'ont laissé sous cette forme, la molécule finale. Ils vous l'ont laissé sous forme chargée. Ok, d'accord. Ok. En fait, ça, on l'avait vu dans la question. Alors, attendez que je retrouve la page. Est-ce que c'était par là? Oui. Prenez page 361. Page 361, on avait fait l'exercice 29. C'était exactement la même chose, l'exercice 29. Vous aviez un acide aminé ou plusieurs, peu importe, encore une fois, et vous regardiez les pKa de chaque couple. D'accord? Et bien, en fait, dans votre molécule qui est là, qui est affichée, là, l'aspartame, ça dépend à quel pH vous êtes. OK? Là, vous êtes plutôt... Bah, d'ailleurs, là, vous l'avez à la question 2. Il faut regarder la molécule d'acide aspartique. En fait, ici, on est sous forme R'3NH3+, si je reprends ce qui est écrit dans le livre. Et, allez, R2CO2-, ça revient au même. D'accord? Donc, on va dire qu'on est à un pH qui est compris, en fait, entre 3,7 et 9,6. Est-ce que tout le monde a suivi ce que je raconte? Oui. Oui? Oui. Oui. Donc, si on regarde les pKa des couples donnés page 361, ça revient au même que notre molécule d'aspartame qu'on est en train d'étudier. Ça veut dire que notre pH, il est bien compris entre 3,7 et 9,6. Bah, en principe, les acides aminés, ce sont quand même des molécules qui sont présentes dans l'organisme. Or, dans l'organisme, la plupart des milieux sont à pH 7. Donc, dans cet intervalle. Donc, en fait, vos molécules, elles sont souvent, vos acides aminés, ils sont souvent sous cette forme NH3+, et CO-. D'accord? Et rarement NH2 et COH en réalité. Hein. D'accord? Et d'ailleurs, si vous regardez les pKa, vous ne pouvez jamais avoir cohabitation de la forme NH2 et de la forme COH. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Regardez les pKa, page 361 là, de l'acide aspartique. Pour avoir
la forme NH2, il faut que votre pH il soit au minimum de combien? 9,6. Et oui. Et à ce pH-là, sous quelle forme est COH? COH ou CO-? C'est au moins. Et oui, CO-. Donc, en réalité, quand vous écrivez les acides aminés classiques, alors je pense en SVT, vous les avez vus les acides aminés? L'année dernière, mais pas au niveau chimique, juste au niveau des protéines. Enfin, on n'a pas été Ouais, très loin. et du coup, vous avez dû les écrire NH2 et COH, non? Non, on n'a pas fait la chimie au niveau Ah oui, des vous n'avez acides pas, aminés. vous avez pas vu le détail. Non. D'accord. Souvent, vous verrez que les acides aminés, on les écrit. Est-ce qu'on n'a pas un exemple d'acide aminé dans le livre? Ouais. Bon. Souvent, on les écrit NH2 et COH, et en réalité, c'est une forme qui n'existe pas. D'accord? C'est soit NH2, CO-, soit COH, NH3+. OK? Et en milieu biologique, en fait, c'est cette forme-là. OK? Et il y a un échange. Il y a l'amine qui cède un proton au carboxyle. Donc, réaction acido-basique. OK? C'est bon? Oui, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Oui, Du coup, Oui. pardon, vas-y. désolée. En fait, moi, j'ai du mal à comprendre la déprotection. Bah, toujours sur l'exercice 16, quand on parle de, bah, par exemple, la question F et la question G, j'ai un peu du mal. Autant la question F, ça va, mais la G, je comprends pas du tout. Attends, je reprends l'énoncé. C'est on veut protéger une fonction. Alors, la F, expliquez pourquoi le groupe protecteur 1 ne peut pas être RCO. Alors, si, imaginez, alors attendez, j'essaie de faire comme j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que je peux faire en plus gros? Voilà. Si j'avais eu ça, voilà, j'efface ça. Et là, j'ai un R. Hein. Hop. RCO, bah, je forme quoi là comme fonction? Ça, on est d'accord que c'est C double liaison O, hein, écrit comme ça. Une ester, C double liaison O, liaison N, c'est quoi? Amide. C'est un ami. C'est un amide. Amide. Ok, c'est un amide. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Elsa, quand je veux déprotéger ça? Qu'est-ce que je risque de faire aussi? Je sais pas. Ben regarde, là, j'ai pas un amide. Bah, du coup, ça fera 2 amides. Eh ben oui, mais du coup, si je déprotège celui-là, je vais, entre guillemets, rompre celui-là. C'est quoi la déprotection? En fait, c'est couper ici. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. La déprotection, c'est j'enlève le groupe que j'ai ajouté. D'accord? Si je coupe là, ben, en réalité, je vais couper là. Et si je coupe là, eh ben, j'ai rien fait. Ma réaction n'a plus lieu, en fait. En fait, là, je comprends pas. Pourquoi Si on coupe là, on coupe pourquoi pas. on coupe la deuxième partie? Enfin, pourquoi? Enfin, je sais pas. Là, si je crée cette fonction amide, j'en ai déjà une dans ma molécule. Quand je vais vouloir éliminer mon groupe protecteur, donc enlever le CO, je vais devoir rompre cette liaison entre le carbone et l'azote. Mais en fait, ma molécule qui va permettre de rompre cette liaison, elle va aussi rompre la liaison CN ici. Donc en fait, elle va casser ma fonction amide et je me retrouve à nouveau avec mes deux acides aminés, chacun de leur côté. Mais en fait, là, je comprends pas pourquoi il y aurait rupture de la liaison CN. Où ça? Bah, là, vous avez la souris. Voilà. Mais parce que si tu romps celle-là, tu romps celle-là. Pourquoi ça romprait que le groupe ici et pas celui-là? Ah, ok, ça rompt. Bah, ça rompt toutes les fonctions qui sont identiques. Pourquoi j'arrive plus à effacer, moi? Ah, ok. D'accord? Tout ce qui est identique s'en va en même temps. D'accord? Donc, c'est pour ça que je ne peux pas mettre un amide ici. Je suis obligée de faire un autre genre de fonction. Et là, c'est ce truc un peu bizarre qui est à moitié ester, à moitié amide. Et pourquoi là, ce gros groupe, ça empêche qu'il y ait une amide, alors qu'au final, il y a un groupe CONH? Parce qu'il y a un oxygène ici, et donc du coup, ça va pas réagir de la même façon, en fait.
il y a un équilibre au niveau des électrons entre les deux côtés. Donc, du coup, la réaction ne va pas se faire de la même façon. Ça ne va pas rompre ici. Enfin, ça va rompre ici et ça ne va pas rompre ici en réalité. Donc, je vais bien couper ici et j'aurai plus de problème. Alors que là, je n'ai pas cet équilibre. Là, j'ai vraiment une différence d'électronégativité importante sur une seule liaison. D'accord? Ok. En fait, est-ce que je peux écrire avec ça? Attendez. Je vais me perfectionner au fur et à mesure. Il est passé où mon stylet? Il est là. Parce que si je fais ça, ça marche. En fait, ici... Ouais, non, c'est plus facile à la souris. Ici, c'est ça. Hein. C'est une C double liaison O. D'accord? Là, vous enlevez ça. D'accord? C'est une C double liaison O. Donc, en fait, ici, j'ai un groupe un petit peu bâtard qui fait que là, je suis delta moins, là, delta moins, là, delta moins. Et là, donc, du coup, je suis très, très, très delta plus. Hein. Ce carbone-là, il est entouré de 3 delta moins. D'accord? Donc, en fait, c'est préférentiellement ici que ça va se couper quand je vais l'éliminer, alors que là, ma liaison, elle est polarisée que dans un sens. OK? Ok. En fait, l'idée du groupe protecteur, c'est qu'il ne faut pas en mettant ce groupe protecteur, on crée un groupe déjà existant dans la molécule. Sinon, en déprotégeant, vous allez enlever les deux. Vous allez casser les deux parties. OK? Et donc, la question G, c'est la même chose. Pourquoi on met ce groupe-là et pas juste un CH3? Là, c'est la question que Louis m'a posée tout à l'heure. Si j'avais juste mis un CH3 ici, j'enlève ça. Si j'enlève ça et que je mets juste un CH3 ici, et bien en fait, regardez ce groupe-là, c'est le même que celui-là. Donc, quand je vais vouloir enlever ce CH3, que je ne veux pas à la fin de ma molécule, hein, et ben, quand je vais vouloir enlever ça, et ben, je vais modifier ici aussi, parce que les deux groupes sont identiques. D'accord? Oui? Oui, merci. C'est moi, Elsa? Ouais. Audrey, tu avais une question? C'était juste pour le B, avec l'histoire du H+ qui migre, est-ce qu'on pouvait répondre pas en faisant comme vous, mais en faisant avec les flèches courbes, en montrant en fait comment il a migré, ou vu que c'est pas une réaction chimique, on n'a pas le droit? Oui, tu pouvais, oui. D'accord. Alors, juste un point, normalement, les flèches courbes, c'est pour des mouvements d'électrons. D'accord? Donc, la flèche courbe, il aurait fallu partir de l'oxygène, d'aller sur un hydrogène et de faire rabattre la liaison qu'il y avait entre l'hydrogène supplémentaire et l'azote sur l'azote. Hein. On est bien d'accord, elle se fait dans ce sens-là. Hein. Oui. OK? Oui, j'ai fait ça. Même si on a envie que ce soit l'hydrogène qui parte, c'est bien de mon site donneur ici au moins vers mon hydrogène. Hein. C'est un mouvement d'électrons. OK? Mais oui, vous auriez pu répondre comme ça. Ok, merci. Est-ce que c'est bon là? Madame, excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une dernière question, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Sur le 19, excusez-moi, juste pour une flèche, justement, que je comprends pas très bien. C'est sur la deuxième réaction. Attends, quel exercice tu es là? 19, s'il vous plaît. Celui-là, là? Oui, celle du dessous, justement. Oui. Oui, la flèche numéro 4, en fait, je la comprends pas très bien. Parce que, et après, le fait que ça devienne un MG+. La flèche numéro 4, c'est un peu toujours la même histoire. C'est que mon carbone ici, il a déjà 3 hydrogènes. D'accord? Donc, il fait 3 liaisons. Il en faisait une 4e avec mon magnésium. Jusque-là, pas de problème. Sauf que là, vu que c'est lui qui est delta-, il va aller perdre, entre guillemets, donner un électron à ce carbone-là. OK? Mais du coup,
si je fais ça, cette liaison-là à la 1, eh ben, ici, je me retrouve avec 3 hydrogènes, donc 3 liaisons, plus la liaison 1, plus la liaison avec le magnésium. Donc, il se retrouve avec 5 liaisons. Donc, il va se débarrasser d'un des électrons. D'accord? Et cette flèche 4, en réalité, elle correspond à ça. Elle correspond à l'électron que là, j'ai placé en noir, qui est rabattu sur le magnésium. D'accord. Et du coup, et là, c'est Ok. le fait que le MJ devienne un plus que je comprends pas très bien, en fait, vu qu'il vient de recevoir un Et là, c'est électron en quoi? plus. Le fait que le MJ devient un plus, Oula. vu qu'il vient de recevoir un électron en dessous, en fait. Attends, parce que moi, ça s'est déconnecté. Quelle était ta question? Oui, c'est le MG. Pourquoi est-ce qu'il devient plus vu qu'il vient de recevoir un électron? Est-ce qu'il ne deviendrait pas normal? Enfin, sans signe? Je comprends pas très bien pourquoi il devient plus vu qu'il vient de. Ah Vu que non. la flèche 4 le fait Bah, regagner, parce non? que regarde, finalement, mon magnésium, il est dans la deuxième colonne du tableau périodique. Il doit donc céder 2 électrons. Il forme l'ion Mg2+. Or, regarde, s'il a récupéré cet électron-là, il se retrouve avec que celui-là qui est cédé au brome. Mais donc, du coup, comment dire? C'est parce que vous avez enlevé la flèche 3, non? Attendez, un truc là. Mais non, normalement, elle est dans l'autre sens, cette flèche-là. Là, mon carbone, il perd son électron. Hop. Et donc, du coup, c'est lui qui le récupère. Ouh là là, rien ne va plus ici. Hein. Normalement, là, c'est comme ça. Hein. Pas ça. Hein. C'est lui qui récupère l'électron. C'est le carbone qui récupère l'électron du magnésium. Voilà. Ouh là là, celle-là, je vous la renvoie, celle-là. Donc, je répète, mon carbone, il cède un électron à ce carbone-là, puisque c'est lui le site donneur, d'accord? Beaucoup plus électronégatif que mon magnésium ici, d'accord? Il veut rompre une liaison, mais pour rompre sa liaison, il veut quand même récupérer son électron, parce que du coup, l'électron qui est là, il est parti ici, si vous voulez, d'accord? Donc, il faut qu'il en récupère un, il le récupère du magnésium. Voilà. Et donc, du coup, notre magnésium, il se retrouve avec cet électron-là qui était échangé, qui n'est plus là. Donc, il ne retrouve qu'avec cet électron-là échangé. Donc, il lui manque un électron, d'où la charge positive ici. Ah, d'accord. OK. D'accord, merci. Oui. Mais du coup, madame, j'ai une question. Parce que sur celle-là. la première chaîne carbonée, où on a la double liaison O et avec le carbone, pourquoi on a l'oxygène il est plus électronégatif alors qu'on a une double liaison? Parce qu'on n'a pas dit quand il y avait une double liaison que c'était le carbone, dans ce cas-là, qui avait la charge partielle négative. Ah non, là tu veux dire? Oui. Comment on fait pour... Ici, Ici, en fait, il y a 2 choses. Il y a ta double liaison, mais il y a aussi la différence d'électronégativité entre tes atomes. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que tu as 2 atomes, le carbone... Oh là là! Attendez. Il me déconnecte tout le temps. Voilà. Tu as 2 atomes, ici le carbone et l'oxygène, qui ont une différence d'électronégativité très importante. Oui. D'accord? Donc, ici, en fait, la double liaison, elle matérialise juste le transfert d'électrons du carbone vers l'oxygène. D'accord? Par contre, quand tu as une double liaison carbone-carbone, ici, les 2 carbones ont la même électronégativité. Mais ils échangent beaucoup d'électrons. Donc, effectivement, c'est ta double liaison qui est delta-. C'est la double liaison. C'est le milieu ici qui représente un endroit riche en électrons. Alors, riche en électrons, c'est l'oxygène qui, par cette double liaison, attire 2 fois plus d'électrons. Tu vois la différence entre les deux?
Ah oui, donc du coup, le carbone va être d'autant plus positif quand il y a une double liaison C, double liaison O. J'ai pas entendu le début de la phrase. Je veux dire, du coup, le fait qu'on ait cette double liaison, le carbone va être d'autant plus positif. Oui, oui. Que s'il y avait Que juste si on une avait une liaison CO simple. simple, effectivement. Si on avait une CO simple, on a une différence d'électronégativité qui est la même entre les deux, mais on n'a qu'un seul électron mis en jeu. Alors que là, on en a deux. Donc celui-là, il est beaucoup plus enfin, entre guillemets, il attire beaucoup plus les électrons que si on n'avait qu'une seule liaison. D'accord, ok. Effectivement. Merci. Donc la liaison, elle est plus polarisée ici que là. D'accord, ok. Ok? C'est bon là-dessus? Oui, c'est bon, merci. Ouais. Oui, merci. Ok. Est-ce que c'est bon là sur la chimie? Oui? Moi, j'ai une question qui est vraiment un peu Oui. bête. Mais quand on parle de phase aqueuse, le solvant, c'est forcément de l'eau dans tous les cas? Dans la phase aqueuse, oui. C'est dans En tous les fait, cas, c'est le solvant chimique. oui. Après, des fois, ça peut être l'alcool, mais on parlait d'une phase mais c'est quand même rare qu'on ait un solvant que de l'alcool, surtout en chimie organique. Et même si vous aviez par exemple de l'alcool, il est souvent dilué dans l'eau, donc on parle de phase aqueuse. Pourquoi on parle de phase aqueuse? Parce que vos espèces chimiques sont la plupart mais dispersées dans de l'eau, donc c'est votre solvant. Et est-ce que des fois, ça peut être une extraction de liquide-liquide avec une phase organique et une autre phase, genre une phase autre que aqueuse? On peut organique différentes avec des différences de densité et une non-miscibilité. C'est assez rare quand même, mais puisque par définition, en fait, une phase organique est apolaire ou peu polaire et une phase aqueuse est polaire. Donc, les phases polaires se mélangent, les phases apolaires se mélangent. Donc, c'est rare quand même qu'on arrive à avoir deux phases organiques distinctes, mais ça se fait dans certains cas. Ok. Et est-ce que pareil dans les extractions de liquide, on est obligé d'avoir une... Enfin, il faut toujours qu'il y ait une espèce colorée, mais est-ce que l'espèce, on peut dire... Enfin, des fois, elle agit pas dans la réaction. Du coup, on peut dire oui, en fait, on peut rajouter un colorant pour colorer l'espèce qui nous intéresse. Et à ce moment-là, ça ne réagira pas. Oui. Mais comment le colorant, il ne se mélange pas avec les deux espèces? Parce que le colorant, en fait, c'est une espèce chimique qui va réagir avec une seule espèce chimique en particulier. Donc, selon là où est l'espèce chimique, eh ben, le colorant va rester greffé à lui, entre guillemets. Et donc, du coup, ça va nous permettre de distinguer les deux phases. Parce qu'il y a des colorants propres à chaque espèce chimique? Pas propres à chaque espèce chimique, mais tu as des colorants, on va dire, plus hydrophiles, donc qui vont aimer l'eau, qui vont se lier plutôt aux molécules qui sont en phase aqueuse. Et tu as des colorants, on va plutôt parler de lipophiles, qui vont se lier plutôt aux molécules apolaires. Ok. Et en fait, ils vont être liés aux molécules qui sont dans des phases différentes. Ok. Merci. Ok. Madame? Oui. C'est quoi la définition exacte d'une phase organique? Une phase organique, c'est un mélange qui contient des espèces qui ne sont pas solubles dans l'eau, en fait, souvent. Ce qu'on appelle des solvants organiques, ça peut être des hydrocarbures, ça peut être comment on appelle ça? J'ai plus le mot. C'est tout ce qui n'est pas aqueux, en fait? Un peu comme les silicones, des choses comme ça. Comment? C'est tout ce qui n'est pas aqueux, ouais. Ok, d'accord. Parce que non, ok, je savais pas comment le définir et du coup, je n'arrivais pas à imaginer. Ouais, c'est tout ce qui n'est pas aqueux, en fait. Ok? Ok, merci. C'est tout bon, là? Ouais? Ça a été l'histoire des exploitations des spectres RMN, là? Justement, d'ailleurs, RMN est un petit peu UV visible. C'était pas trop loin?
Non, ça va? Ça va. Ça va. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc vous aviez l'activité là, on est bien tous d'accord parce que effectivement, je me suis emmêlé les pinceaux dans les numéros. C'était bien celle-là qui était à faire pour aujourd'hui, hein, d'accord? Donc, on va la survoler rapidement. Je vous ai mis ce matin ou ce midi, je ne sais plus, le corrigé de l'activité. On va la survoler rapidement pour voir ce qu'il en était, d'accord? Et ce qui est important. Et après, je voudrais qu'on voit le cours, ok? Donc, ce que vous deviez connaître, enfin, ce que vous devez connaître plutôt, c'est les 3 types de transfert thermique, par conduction, par convection, par rayonnement. En réalité, il y a plein de choses que vous connaissez déjà, hein, d'accord? Conduction, ça conduit, donc il faut forcément quoi? C'est dans quel type de matériau? Des fluides ou des solides, la conduction? Un solide. C'est plutôt dans les solides. D'accord? La convection, la convection, c'est quelque chose qui tourne, la convection. Donc, c'est de la chaleur qui se déplace, par exemple. Et donc, c'est forcément dans quoi? Quelque chose de liquide. Un fluide. Ouais, un fluide. D'accord? On va parler de fluide puisque les fluides, c'est des liquides ou des gaz. D'accord? Donc, ça marche du coup, aussi madame, bien ici, par exemple. Oui. j'ai une question pour la convection, justement. Oui. Parce que dans la conduction, du coup, c'est l'agitation des molécules, enfin, de proche en proche, qui vont s'agiter pour chauffer un peu l'ensemble. Mais du coup, dans la convection, c'est juste qu'il y a un mouvement d'air et que ça va équilibrer, ou est-ce que vraiment aussi les molécules vont s'agiter les unes les autres ou Alors, il y a un peu les deux. Effectivement, dans la conduction, donc là, on est d'accord, c'est le schéma 1, le schéma 1, la conduction. On a une paroi, les molécules s'agitent et de proche en proche, l'agitation crée de la chaleur et donc du coup, la chaleur est transmise. Okay? Dans le mouvement de convection, c'est ce qu'on vous matérialise ici, vous avez des molécules qui s'agitent, qui vont faire bouger d'autres molécules et donc, en bougeant, elles vont se déplacer et en fait, c'est ce déplacement de molécules qui va transporter la chaleur. D'accord? Mais il y a une agitation dans les deux cas. Hein. De toute façon, pour une augmentation de température à l'état microscopique, c'est des molécules qui bougent. C'est parce que les molécules bougent que la température augmente. D'accord? C'est la friction entre les molécules qui crée des effets thermiques. D'accord? Oui. Ok. Et le rayonnement, oui. Mais du coup, est-ce que dans une convection, on peut aussi avoir entre molécules une sorte de conduction dans le gaz ou pas? Entre deux molécules, par exemple? Oui, quand l'air va bouger, par exemple. En fait, le problème, c'est quand on parle de conduction ou de convection, on n'est pas au niveau particulier, individuel, tu vois. On est vraiment au niveau d'un matériau ou d'un ensemble. Ok, d'accord. Donc, oui, il y a de la conduction entre deux molécules, mais en fait, on ne va pas l'appeler comme ça. On ne va pas l'appeler comme ça, on va regarder sur l'ensemble, qu'est-ce qui se passe. D'accord? Comment est transférée la chaleur? Est-ce que c'est par déplacement de molécules ou est-ce que c'est juste par vibration de proche en proche et donc non déplacement des molécules? D'accord? Mais en fait, du coup, ma vraie question, c'était plutôt quand on a un déplacement des molécules par la convection, du coup, ça transfère la matière parce que ça s'équilibre, on va dire, ça s'étale, entre guillemets, ou c'est parce que par le déplacement, les molécules elles vont transmettre leur chaleur à d'autres molécules? En fait, la molécule en elle-même, elle n'a pas de chaleur. C'est parce qu'elle va vibrer contre d'autres molécules que ça va créer de la chaleur. Et donc, effectivement, la molécule qui crée de la chaleur, les molécules entre elles qui vibrent vont créer de la chaleur. Et donc, cette chaleur va se diffuser à d'autres molécules, va exciter d'autres molécules qui vont rentrer en contact avec d'autres molécules et ainsi de suite. Donc, il y a un déplacement de la molécule et de l'ensemble des molécules qui va faire que ça va se diffuser un petit peu partout. D'accord, ok. D'accord. Oui, c'est bon. Donc, du coup, si je reprends les questions là qu'on vous donnait,
en parallèle, peut-être. Pour la première question. Ouais. Oui, donc les premières, c'était quoi? Associé à chacun des transferts thermiques. Donc, on est bien d'accord. Alors là, on a dit que le schéma 1, c'était bien de la conduction et le schéma B, c'était de la convection. Il fallait redonner les définitions. Donc, la conduction, on a dit que c'était dans les solides, donc c'est la B. Transfert d'énergie par contact dans un matériau ou à l'interface entre deux milieux. Il a lieu lorsqu'une différence de température existe entre deux régions d'un système. L'énergie des particules communique de proche en proche. OK? Et la convection, donc c'était le C, transfert d'énergie provoqué par le mouvement d'ensemble d'un fluide. Il peut être naturel ou forcé. OK? Et donc le A, c'est le rayonnement. Transfert d'énergie qui existe pour tout corps, il a lieu sans contact physique et correspond à l'énergie électromagnétique. OK? Donc, les ondes électromagnétiques transfèrent de l'énergie. Bah, vous savez, l'énergie, elle est notamment transférée par les photons. D'accord? On va en reparler après les vacances. Et c'est cette énergie qu'on appelle le rayonnement. OK? Madame, juste, Oui. est-ce qu'on peut considérer qu'un micro-ondes, c'est le rayonnement? Et oui. Ok, d'accord. En fait, il émet des ondes, donc il émet un rayonnement qui va arriver sur les molécules et notamment qui va faire vibrer notamment les molécules d'eau dans le micro-ondes. Et ces molécules d'eau, elles vont rentrer en friction les unes contre les autres, ce qui va faire réchauffer l'aliment. Et c'est aussi pour ça qu'il durcit l'aliment, parce que en fait, ça fait bouger les molécules d'eau qui sont passées à l'état de vapeur et donc qui ne sont plus présentes dans votre aliment. Merci. OK? Ensuite, ici, alors, on va faire un ou deux, et puis après, je vous ai mis le corrigé pour la suite. Compléter le tableau, alors, par rapport aux différents transferts thermiques mis en jeu. Donc, si vous prenez un mur extérieur, sur le mur extérieur, on a les trois types de transferts qui s'appliquent. Hein, d'accord? Vous avez la conduction, qui va arriver. En fait, la chaleur qui est arrivée contre le mur, elle va être conduite à l'intérieur du mur. Vous avez la convection, notamment due au mouvement du vent, de l'air à l'extérieur qui va réchauffer le mur extérieur. D'accord? Et enfin, le rayonnement issu notamment du soleil. D'accord? Alors, le rayonnement issu du soleil, ça va du soleil vers le mur, mais la nuit, c'est un rayonnement qui va dans l'autre sens, qui va du mur vers l'extérieur. D'accord? Donc, il y a un double sens à ce rayonnement. Madame, Oui. pourquoi il y a une convection alors qu'il n'y a pas de fluide? Pourquoi pas? Pourquoi il y a une convection alors qu'il n'y a pas de fluide? Ah bah si, il y a l'air. Ah, okay. L'air, c'est un gaz et les gaz transfèrent la chaleur par convection. En fait, il y a un mouvement de l'air perpétuel qui permet de réchauffer le mur. D'accord. Alors, je dis de réchauffer, coup... mais ça peut être aussi d'évacuer la madame chaleur. Hein. D'accord? Ça peut être dans les deux sens. Hein. Oui. Oui, en fait, moi, je comprends pas pourquoi il y a justement la convection. Enfin, en fait, quand on dit le mur, c'est pas juste le mur, c'est aussi ce qu'il y a autour. Ouais, en fait, oui. Ah, ok, d'accord. Oui, en fait, c'est pour ça que c'est écrit au niveau des zones. En fait, c'est pas que le mur, c'est effectivement l'ensemble. Quelles sont les sources de chaleur que le mur peut recevoir? Et qu'est-ce qu'il peut transmettre? En fait, c'est plutôt que ça, comme ça, la question. En fait, c'est pour ça qu'il y a écrit, enfin, c'est mur extérieur. Ouais. Okay. Oui, parce que le mur extérieur, il reçoit notamment le rayonnement issu du soleil. Si on était, alors je ne vous l'ai pas mis sur le mur intérieur, il peut recevoir le rayonnement issu d'un radiateur qui est à l'intérieur de la maison, par exemple. Oui, ok, oui. D'accord? D'accord. Merci. Ok. Mais du coup, madame, c'est quoi la différence entre conduction et convection dans le cadre du mur? Puisque conduction, on a dit que c'était... Alors, la conduction, c'est dans le mur, hein, en fait. Si c'est juste le bord extérieur du mur, vous n'avez que de la convection et du rayonnement. Mais une fois que la chaleur est arrivée au bord du mur, elle va rentrer dans le mur par conduction. Donc, effectivement, là encore, c'est un peu litigieux. C'est un peu comme la question de... C'était Sarah, hein, précédemment. Oui.
C'est un peu comme la question de Sarah, c'est où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on commence. C'est vrai que ce n'est pas très clair dans ma question, mais là, j'ai considéré un peu plus large. D'accord? Vous avez le mur extérieur, il y a de la chaleur, l'énergie thermique qui arrive par convection et par rayonnement, et ensuite qui est prolongée, transférée dans le mur par conduction. Je l'ai considéré comme ça ici. Maintenant, vous auriez pu justifier autrement. D'accord? Mais du coup, au niveau des mouvements de convection, est-ce que quand on va dire, le vent va aller vers le mur, l'énergie, la chaleur qu'il va avoir par l'énergie, du coup, l'agitation des molécules, ça va pouvoir se transmettre au bord du mur? Et oui. Oui. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler de conduction, enfin, juste pour le bord, entre le vent et le bord ou pas? Entre le vent et le bord. Donc, entre les molécules qui sont arrivées au bord. En fait, on ne va pas faire l'interface. Enfin, on ne va pas faire cette limite. D'accord. Parce que c'est pas. Ouais. En fait, dans ce que tu exprimes, on a l'impression que c'est la molécule qui vient se coller au mur et qui libère son énergie. Or, en fait, c'est une énergie qui est dissipée due à la friction des molécules. Tu vois? Et donc, cette énergie dissipée, elle est captée par le mur parce qu'il est là, en fait. Tu vois la différence? Il n'y a pas de transfert direct. C'est pas comme si tu avais deux objets en contact et que ça passe de l'un à l'autre. C'est l'énergie Oui, je vois, je comprends. portée. Tu comprends? Oui, oui, oui. Ok. Après, ils sont un peu tous, en fait, là, on va peut-être pas tous les faire, mais ils sont un peu tous dans le même scénario. Hein. Dalle de béton sous vide sanitaire. Le vide sanitaire, pour information, quand vous construisez une maison, elle n'est pas directement posée sur la terre. En fait, il y a une espèce de trou en dessous de la maison. C'est ce qu'on appelle le vide sanitaire. Ce vide sanitaire, il sert notamment à faire passer l'air pour éviter les problèmes d'humidité. D'accord? Donc, dans cette dalle en béton, elle est entre la terre, finalement, et le plancher de votre maison. D'accord? Pour qu'on soit clair où on la situe. OK? Donc, on a bien des mouvements, on a bien de la conduction au travers de la dalle, on a bien de la convection entre les mouvements de l'air dans cette dalle, enfin sous cette dalle, et donc le transport de chaleur. Au passage, c'est un peu le système, vous savez, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, des puits canadiens. Les puits canadiens, ça utilise la géothermie. En fait, quand vous vous mettez à 1,50 m, 2 m sous terre, vous avez à peu près la même température toute l'année. Et donc, certaines maisons, alors au Canada à l'origine, étaient chauffées par ce système. D'accord? En fait, on creusait un espèce de conduit qui captait la chaleur du sous-sol terrestre et ce conduit ramenait la chaleur dans les maisons qui étaient donc à l'extérieur, donc soumises au froid. Et donc, ça permettait d'entretenir un air plus chaud par ce système. OK? Ça marche? Oui. OK, alors on ne va pas tous les faire, vous regardez la correction des autres. Alors ensuite, donc là, il y a des formules à connaître qu'on va revoir dans le cours juste après. On va parler de flux thermique. Donc le flux, comme dans tous les flux de tout et n'importe quoi, c'est la quantité de ce n'importe quoi émise par unité de temps. C'est ça le flux. D'accord? C'est un peu comme le débit finalement. C'est la même définition. D'accord? Flux thermique, eh ben, c'est la quantité de chaleur émise par unité de temps. D'accord? Ce flux thermique, il dépend de différents paramètres. Il dépend donc effectivement du temps. Et la quantité de chaleur, elle dépend de quoi? Ben, elle dépend de la conductivité de votre matériau. Est-ce que ce matériau conduit ou pas la chaleur? Ben, vous avez tous déjà laissé une fourchette dans une casserole. Quand vous touchez la fourchette, elle est brûlante. D'accord? Donc, c'est un matériau qui conduit bien la chaleur. D'accord? À l'inverse, on a ce qu'on appelle des isolants thermiques. C'est ce qu'on met notamment dans les maisons pour pouvoir l'isoler du chaud et du froid.
Et ces matériaux conduisent mal la chaleur, donc ont une faible conductivité thermique. OK? Donc, justifier de l'unité là, de la conductivité thermique, vous regarderez la correction, je vous ai refait une analyse dimensionnelle, comme ça vous permet de revoir certaines choses. Classer ces matériaux du moins isolant au plus isolant, donc le moins isolant, c'est celui qui a une plus grande conductivité puisqu'il conduit le courant, d'accord? Plus il conduit le courant, plus il a une grande conductivité, d'accord? Donc là, celui qui conduit le plus, c'est le béton armé. À l'inverse, celui qui conduit le moins, c'est celui qui a la plus petite conductivité, c'est la laine de verre. OK? Question 5. Déterminer l'unité de la résistance thermique. Donc, c'est pareil, vous regardez le corrigé, je vous ai fait par analyse dimensionnelle. Question petit b. Justifier la phrase « Plus la valeur de la résistance thermique d'une paroi est grande, plus celle-ci est isolante. Où est-ce qu'on est arrivé? Voilà. Voilà. Donc, on peut utiliser cette relation-là. D'accord? Donc, la question, c'était plus la résistance thermique. Alors là, c'est la surface sig. Bon, peu importe, puisque les deux sont proportionnels. Plus ça est grand, plus le flux va être petit. D'accord? Puisque les deux grandeurs sont inversement proportionnelles. Donc, un flux faible, ça veut bien dire que la chaleur ne passe pas. D'accord? OK? La petite C, vous regarderez. La petite 6 aussi, c'est des calculs. La 7 aussi, c'est des calculs, vous regarderez. Et la 8, alors la 8, il faut savoir faire. Alors, je dois avoir mis le corrigé, là. Voilà. Hop. Voilà. La 8, elle est là. Donc, cette question-là, je vais vous laisser la regarder parce qu'en fait, c'est celle qu'on va retrouver dans beaucoup d'exercices. Donc, ça, le raisonnement, il faut savoir le faire. C'est un raisonnement assez récurrent. D'accord? Au passage, ceux qui font l'aspect, ça va vous rappeler des petites choses qu'on a faites, notamment sur le temps de réverbération et tout ça. C'est un peu la même idée. Hein, d'accord? Sauf que là, on ne s'intéresse pas à l'acoustique, mais au transfert thermique. D'accord? C'est bon? Donc, on va passer au cours. Oui? Oui? Non, c'était pour dire que c'était bon. C'était pour dire que c'était bon. Ça marche. On va passer au cours. Alors, comme ça va vous permettre de tout avoir. Alors, du coup, oui, il y a deux numéros 47, hein, parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Les 3 activités qui sont là, vous vous souvenez, je vous avais distribué, c'est sous forme de QCM. Je vous ai écrit là sur IAL, je vais les remettre dans Teams et vous me remplirez les questionnaires dans Teams. D'accord? Et alors, il y a peut-être des questions que je vais modifier pour pouvoir faire des QCM. OK? D'accord. Alors, rappel, la constante d'Avogadro fait le lien entre les échelles microscopiques et macroscopiques. D'accord? Puisque vous vous souvenez, le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'éléments dans une mole. Et la mole, c'est quoi? C'est un paquet d'éléments. D'accord? On a défini le nombre d'Avogadro comme un paquet comportant 6,02 fois 10 puissance 23 éléments. On peut faire des moles, je vous rappelle, de n'importe quoi. On peut faire des moles d'atomes, des moles de molécules, mais on pourrait faire des moles de grains de riz ou des moles d'élèves, par exemple. Hein. D'accord? Sauf que c'est une unité, vu la 10 puissance 23, c'est quand même plus adapté au microscopique qu'au macroscopique. D'accord? Mais ça fait le lien, finalement, entre le microscopique, les entités chimiques, et le macroscopique, ce qui est visible à l'œil nu, donc la quantité de matière. D'accord? L'énergie interne qu'on a eue d'un système macroscopique, donc c'est la somme de l'énergie cinétique du système microscopique et des énergies potentielles microscopiques et macroscopiques internes. Bon, ça, c'est juste une définition, c'est pas à connaître. Hein. D'accord? L'énergie cinétique microscopique de chaque particule du système est fonction de l'agitation thermique, donc de la température. L'énergie potentielle d'interaction microscopique entre les particules est due aux interactions gravitationnelles, électromagnétiques, fortes et faibles entre les particules du système. OK? C'est juste pour replacer.
La variation d'énergie interne. Pourquoi un système perd ou gagne de l'énergie? C'est ça la question. D'accord? C'est dû au travail qui est fourni ou qu'il fournit et au transfert thermique. D'accord? Donc, le travail, c'est noté W, comme on l'a déjà vu. Transfert thermique, c'est noté Q, comme vous l'avez vu normalement en première. D'accord? Vous avez dû travailler sur les transferts thermiques, on va revoir. Par convention, tout transfert d'énergie reçu par le système est compté positivement. Et tout transfert thermique cédé par le système est compté négativement. Ah oui, ça, je n'ai pas reparlé de ça. Comment on appelle un transfert d'énergie reçu? Vous vous souvenez du mot? On en a parlé en chimie. Endothermique. Endothermique, ouais. Et CD, c'est Exothermique. exothermique. OK? Alors, c'est ça que vous avez dû faire normalement en première. OK? L'énergie thermique ou quantité de chaleur Q est échangée avec l'environnement par une masse M de substance dont la température varie de T initial à T final peut s'écrire Q égale M fois C fois delta T. M, c'est la masse de votre solide ou de votre fluide, de votre objet qui a changé de température. C, c'est la capacité thermique de votre objet. Et ça, c'est la différence de température. OK? Donc, la capacité thermique en joules par kilogramme par Kelvin, des fois, vous trouverez en joules par gramme par degré Celsius. Peu importe, le tout, c'est d'être cohérent dans la formule. OK? Est déterminée par la quantité d'énergie à apporter par transfert thermique pour élever d'1 Kelvin la température d'une substance de 1 kg. OK? En présence de deux corps pris à des températures différentes, au bout d'un certain temps, leur température finit par devenir la même. Le corps chaud a donné de l'énergie thermique calorifique au corps froid. C'est le transfert thermique. Exemple, vous prenez de l'eau. Vous pouvez tous le faire chez vous. Hein. Vous prenez de l'eau, vous mesurez sa température. Vous rajoutez un glaçon. Vous mesurez la température. Donc, le glaçon fond à 0 degré. D'accord? Une fois qu'il a fondu, vous reprenez la température. Et donc, à partir de là, vous pouvez trouver qui a cédé de l'énergie à qui entre l'eau et le glaçon. Est-ce que c'est l'eau qui cède de l'énergie au glaçon pour qu'il fonde ou est-ce que c'est le glaçon qui cède de l'énergie à l'eau pour fondre? Et c'est l'eau, c'est le corps chaud qui donne de l'énergie au corps froid. Donc, l'eau qui est forcément plus chaude que votre glaçon a donné de l'énergie, donc sa température va diminuer, d'accord? A donné de l'énergie au glaçon, donc le glaçon, sa température va augmenter. S'il donne de l'énergie, les molécules dans votre glaçon vont s'agiter, ce qui va faire fondre votre glaçon. D'accord? C'est bon ça? Ouais. Ensuite, les transferts thermiques, donc, c'est les trois qu'on vient de voir. Hein. Conduction, l'agitation thermique se transmet de proche en proche sans déplacement de matière et on les trouve dans les solides. Transfert par convection, l'agitation thermique se fait de proche en proche avec déplacement de matière, on trouve plutôt dans les fluides. Transfert thermique par rayonnement, l'absorption ou l'émission de rayonnement modifie l'agitation thermique et ce transfert s'effectue même dans le vide, puisque c'est dû à une onde électromagnétique. Hein. D'accord ? Tous les transferts thermiques sont irréversibles. Ça veut dire que mon glaçon, quand il a fondu, je ne peux pas le reformer. Pour le reformer, il faut que je crée, j'apporte ce qu'il faut pour le reformer. D'accord? Donc, pour le reformer, il faut que je remette mon eau dans mon bac à glaçons et mon bac à glaçons, je le remette au congélateur. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est mon glaçon qui va céder de l'énergie à mon congélateur. Donc, la température de mon glaçon va diminuer pour reformer le glaçon. D'accord? Et le congélateur, derrière, il retraite ça pour pouvoir refaire des choses. Hein. Mais d'ailleurs, c'est mon activité sur le frigo. D'accord? Mais vous ne pouvez pas, si vous avez fait un transfert thermique, pour le faire dans l'autre sens, il faut forcément apporter une source d'énergie. OK? C'est en ça qu'on dit qu'ils sont irréversibles. OK? Ça marche? Oui. Ça marche, ça marche. Oui.
Alors, flux et résistance thermique. Donc ça, c'est tous les petits calculs que vous aviez à faire à la fin de l'activité 47. Le flux thermique est l'énergie transférée à travers une paroi par unité de temps. Ce transfert se fait spontanément de la source chaude vers la source froide de manière irréversible. Donc, je vous ai mis toutes les égalités que vous pouvez trouver. D'accord? Donc, le flux thermique, phi, c'est la quantité de chaleur par unité de temps. Ça, c'est la définition. D'accord? C'est aussi, formule simple aussi, la différence de température sur la résistance thermique. OK? Et c'est aussi la conductivité thermique de votre matériau fois la surface sur laquelle c'est appliqué, sur l'épaisseur du matériau et fois la différence de température. OK? Alors, toutes ces expressions, elles sont dans l'activité 47. Hein. Dans l'activité 47, on vous a demandé de les retrouver. D'accord? Donc, faites-le bien parce que sinon, elle vous semble un peu barbare. OK? Donc, conséquence de ces relations, et en fait, conséquence évidente, hein, plus la résistance thermique d'une paroi est grande, plus la paroi est un bon isolant thermique. Bah oui, plus elle résiste à la chaleur, plus elle isole votre pièce. OK? Et aussi, plus la conductivité thermique est faible, plus le matériau est isolant. Encore une fois, plus une conductivité faible, ça veut dire que mon matériau ne conduit pas le courant, donc il est isolant. OK? Ça marche? Oui? Oui. OK. Et là, je vous ai mis un petit bilan. Alors, vous avez peut-être déjà vu un peu comme ça, mais ça vous aidera pour les activités. Donc, ici, comment on fait le bilan énergétique? Déjà, mon système, c'est ma pompe à chaleur. C'est ce truc-là, ma pompe à chaleur. Qu'est-ce qui se passe? On a une quantité de chaleur reçue, d'accord? Qui permet, alors regardez, en fait, c'est de l'eau qui passe dans mes tuyaux. Donc, l'eau qui arrive ici, elle reçoit une quantité de chaleur. Donc, si l'eau reçoit de la chaleur, l'agitation thermique augmente, ce qui va permettre de vaporiser l'eau. Donc, c'est cette partie qui s'appelle l'évaporateur. L'eau passe de l'état liquide à l'état vapeur. Elle arrive là en état de vapeur. On apporte un travail, donc le compresseur. On apporte une énergie supplémentaire pour faire circuler notre chaleur, en fait, tout simplement. Hein. Faire circuler notre air, notre eau vaporisée, pardon. Et donc, elle continue dans le conduit. Et là, dans le condensateur, eh ben, l'énergie emmagasinée par les molécules d'eau est cédée au milieu extérieur. Donc ici, c'est Q2. Et donc, si mon eau cède de l'énergie, l'agitation thermique diminue et donc on reforme de l'eau liquide. Et le cycle reprend. D'accord? Donc, c'est comme ça, dans la pompe à chaleur, c'est comme ça qu'on peut chauffer les maisons. Et la pompe à chaleur, en fait, elle est souvent réversible. En été, elle peut servir de clim. Comment elle sert de clim? Eh bien, cette fois-ci, l'air chaud qui est dans la pièce va entrer ici. En fait, on inverse le circuit d'eau. Hein. L'air chaud qui est dans la pièce va entrer ici, faire vaporiser l'eau, etc. Et ici, l'air est cédé, l'eau est cédée, elle cède son énergie thermique au milieu extérieur, ce qui fait que derrière les clims, vous savez, il fait toujours chaud quand on se met derrière la bouche d'aération d'une clim. Bah pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau, en refroidissant, elle cède de l'énergie. D'accord? Donc, les pompes à chaleur, elles sont réversibles. Elles peuvent permettre de créer de la chaleur l'été ou permettre de refroidir, entre guillemets, capter la chaleur de la pièce pour l'évacuer, en gros, vers l'extérieur. D'accord? Et ça, par transfert thermique dans l'eau et changement d'état de l'eau. OK? Donc, mon système, donc par définition, on a dit que tout ce qui était reçu, c'était positif, tout ce qui était cédé, c'était négatif. D'accord? Et la somme, c'est ma variation d'énergie interne. S'il n'y a pas de perte d'énergie, bah, la somme fait 0. S'il y a des pertes, des fuites, eh ben, ma somme ne fera pas 0. OK? Est-ce que c'est bon là? Oui. Oui, ça va? Alors, je vais vous reprendre. Hop. OK. C'est bon? Vous me revoyez? Donc, les transferts thermiques, en fait, c'est un chapitre qui n'est pas très compliqué. C'est très calculatoire. Hein, donc, c'est pour ça, faites bien l'activité, la 47, avec tous les calculs d'après. Je vais vous donner des exercices à faire aussi là-dessus. Vous allez voir, hein, c'est beaucoup de calculs. C'est pas très compliqué comme chapitre.
D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste. Vous avez dit, pour les 3 QCM, vous pouvez juste réexpliquer c'était quoi? Alors, les 3 QCM, vous savez, je vous avais distribué les feuilles. Vous avez distribué 3 feuilles qui ressemblaient à ça, à peu près. Ça, là, comme ça. Il y avait ça. Ah, ça, c'est l'activité 47, ce que vous venez de Ouais, dire. alors c'est les 47, 48, 49. OK? Donc, en fait, celles-là, quand vous les faites, vous allez voir à la fin, il y a beaucoup de QCM. Il y en a d'autres avec des réponses ouvertes, mais bon, je vais aménager un peu. Et en fait, je vais les mettre sur Teams et vous allez répondre sur Teams. OK? Mais du coup, c'est quand la date limite? C'est quand? Je pense que je vais mettre pour vendredi prochain, comme ça, ça vous laisse le temps d'avancer un peu tranquillement. Je les avais mis pour mardi, mais je vais les mettre pour vendredi prochain. OK? Et d'ailleurs, madame, Oui. pendant les vacances, on fera quand même des cours la première semaine ou pas? Alors, compte tenu de la configuration, je vais vous donner des devoirs à faire pendant les vacances, comme si on était en cours. Non, oui, d'accord. Mais on ne fera pas de cours à proprement parler. D'accord? D'accord. On se reverra que... du coup, on va garder le vendredi de la rentrée. Donc, le vendredi... Attendez, je regarde. Les 2 semaines, on fait Le lundi de la rentrée? Ah non, le vendredi de la rentrée, c'est On refait une visio le vendredi 24 avril. D'accord? Comme si on faisait la rentrée. OK? Là, pendant les vacances... Mais pas le 25? Parce que le 20, c'est le lundi. Non, c'est le 24. Ah bon, bah. Non, c'est bon, c'est le 24. Ok. Bah, ouais, c'est dans 3 semaines, donc ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, vous allez avoir les QCM à me faire avec une date limite, je pense que ce sera vendredi prochain. Plus, je vous donne des exercices. Et je vais vous donner aussi 2 activités sur ce qu'on appelle la chimie verte. On n'y passera vraiment pas beaucoup de temps. La chimie verte, en fait, on en a déjà parlé. C'est juste que je veux que vous lisiez ce qui se fait, comment on peut faire des réactions chimiques sans trop d'impact sur l'environnement et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. D'accord? Donc, de toute façon, ça, c'est ce qui était prévu pour les vacances normales. Hein. D'accord? Et donc, le 24, on fera un point sur tout ça, donc sur les transferts thermiques et sur la chimie verte. Et après, on commencera le chapitre suivant. OK? Et du coup, j'ai une question, parce que sur IAL, j'ai vu qu'il y avait un dossier dualité onde-particule. Mais on a eu l'activité ou pas sur ça? Non, non, vous ne l'avez pas. Je l'ai laissé parce que je pense que c'est ce qu'on va faire. Enfin, faut que je me coordonne, faut qu'on se coordonne entre toutes les terminales pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on fait et ce qu'on va faire à la reprise. Et il faut qu'on voit sur des plannings, parce que pour l'instant, on n'avait pas d'informations. Je pense que c'est ce chapitre-là qu'on fera à la rentrée, donc à distance, parce que c'est le plus facile à faire à distance. Et on laissera le reste pour faire quand on se reverra. Mais après, c'est toujours pareil, ça dépend. Si on se revoit le 4 mai, ça ne pose pas de problème. Si on se revoit le 15 mai, il va falloir qu'on réfléchisse encore à quel chapitre on fait à distance. D'accord. Ou même si on ne se revoit pas. Bon, on va se revoir quand même. Mais si. Ouais. Bah, j'espère, mais on verra. Ah oui, quand même. Et juste, madame, Oui. le cours que vous venez de nous montrer, il est sur IAL? Non, non, je vais vous le mettre là. Je ne vous l'ai pas encore mis. Je vous remets dans les documents partagés. D'accord, merci. Voilà. Donc, du coup, là, ça vous fait 3 semaines sans qu'on se voit. Vous allez avoir un peu de travail, mais j'aimerais bien que les chapitres qu'on a vus, notamment à distance, là, ils soient bien travaillés. D'accord? Donc, c'est-à-dire réaction acide-base, dosage par étalonnage, stratégie de synthèse et sélectivité et transfert thermique. OK? Donc, ça vous fait 4 chapitres à bien revoir. N'hésitez pas à poser des questions. Préparez vos questions si vous voulez les poser quand on se reverra. Mais pour que cela soit bien sûr. D'accord? Parce qu'on va les réutiliser il nous reste encore un chapitre de chimie à faire et on va les réutiliser dessus. D'accord? Donc, j'ai besoin que ce ne soit pas trop loin quand on le réutilisera. D'accord. Okay? Ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Non, c'est bon. OK. OK, bah, très bien. Je vous mets toutes les infos sur IAL. Et puis, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. OK? Madame? Oui. Pendant les vacances, on peut quand même vous solliciter si on ne comprend pas des choses, des questions. Bien sûr. Oui, bien sûr. OK. Ouais. Même là, qui n'est pas sur le groupe WhatsApp? Il y a Audrey.
Il y a Yannis Rouge. Je suis sur Il y le a groupe Lucas. TS1, madame. Ah, ça y est, tu y es? Et Thomas Lemani. Il y a Lucas aussi, il n'est pas dessus. Thomas. Ah, Audrey, tu y es sur le groupe? Oui, j'ai emprunté le téléphone de ma mère. Ah, c'est une bonne chose. C'est une technique. Mais tu sais que tu peux le mettre sur l'ordinateur aussi, hein, WhatsApp. Bah écoutez, je vais Oui. essayer. Tu Mais peux là, le mettre moi- sur l'ordinateur et bon après il faut qu'elle soit dans les parages, je crois, ou je sais pas exactement comment Oui, ça c'est marche. ça, mais- oui. Oui, mais il faut quand même avoir du coup un portable qui est associé au compte WhatsApp. Oui, c'est ça, mais du coup t'es pas obligé d'être toujours sur son téléphone. C'est comme ça, tu peux avoir que WhatsApp pour toi sur l'ordinateur. Ça peut être peut-être plus pratique pour toi. Non, oui, je savais pas. Merci. Et donc il nous manque Yannis Arouche, Lucas et Thomas Ilmani, c'est ça sur. Non, il y a Je crois une qu'Yannis Arouche, il y est. Juste qu'il répond pas. Il y a Mickaël aussi. Ah oui, Mickaël, c'est ça. Ok. Bon. Moi, Teams s'allume automatiquement sur mon ordinateur, donc c'est possible que vous me voyez disponible. Je ne suis pas forcément devant, mais si vous voulez, vous pouvez aussi écrire des questions via Teams. Hein. D'accord? Et puis je vous répondrai quand je les verrai. Mais, D'accord. Ok. Parfait. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, Val. Merci, Evan. Ok. Merci. Bon, bah, en tout cas, prenez soin de vous. Prenez aussi du temps un petit peu pour vous reposer parce que si on reprend le 4 mai jusqu'au 4 juillet, ça fait quand même 2 mois non-stop. Donc, ça fait long. D'accord? Donc, il faut aussi arriver à vous aussi déconnecter un peu. OK? C'est vraiment important pour que derrière, vous puissiez bien repartir. Et donc, on va repartir en travail à distance. Ça ne va pas être facile de vous remettre dedans après les vacances. Mais il va falloir